Bonjour à tous et bienvenue dans votre trotteur. Aujourd'hui, nous traversons l'océan Atlantique pour nous rendre au cœur des Amériques. Bienvenido en México. Ce dimanche 7 juin, le Mexique invite ses 120 millions d'habitants pour les élections de mi-mandat. Élections importantes et pour cause. L'aigle mexicain est de tous les palmarès. 15e puissance économique mondiale, c'est le 9e plus grand producteur de pétrole, dont il tire une grande partie de sa richesse. L'autre partie, elle vient du tourisme, notamment américain. Le Mexique est connu pour ses fêtes endiablées, ses ruines aztèques et son immense biodiversité chère aux randonneurs et protégée par l'UNESCO. Mais cette carte postale est bien loin de la réalité. Entre le narcotrafic, les journalistes opprimés et les élections truquées, difficile de mobiliser des électeurs plus que désabusés. Vous l'aurez compris, il est temps de laisser nos chroniqueurs vous dresser un portrait de ce pays des plus contrastés. Ces élections sont donc particulièrement importantes pour nous en raison des importantes relations franco-mexicaines, notamment commerciales. Lors des cérémonies du 14 juillet, Enrique Peña Nieto sera d'ailleurs l'invité d'honneur de François Hollande et il ne viendra pas les mains vides. Plusieurs contrats juteux seront signés à cette occasion entre les deux pays. La France devrait vendre 50 hélicoptères militaires Super Puma, un contrat estimé à près de 2,5 milliards d'euros. Cependant, Peña Nieto est un personnage pour le moins controversé. Beaucoup l'accusent d'immobilisme face à les situations dramatiques dans laquelle se trouve le Mexique. Romain Wex a rencontré le collectif Solidarité Paris Ayotzinapa qui proteste contre la venue du président mexicain à ce même défilé du 14 juillet. No a Peña Nieto en Paris. Le collectif Paris Ayotzinapa a lancé une pétition le 4 mai dernier pour protester contre la venue du président mexicain. Pétition sur change.org pour dénoncer le fait que la France se voile les yeux et invite un dirigeant qui ne respecte pas les droits de l'homme. En tant que collectif, on condamne le fait que la France, qui est le pays emblématique des droits de l'homme, soit aujourd'hui uniquement préoccupée par des considérations économiques et se voile la face sur la situation de non-respect des droits de l'homme qui existe au Mexique. Ce collectif s'est formé en octobre dernier suite à la disparition des 43 étudiants normaliens d'Ayotzinapa, un événement qui avait choqué la communauté internationale. Pour rappel, ces 43 étudiants se trouvaient à Iguala, une commune de la région du Guerrero, pour manifester contre les pratiques du gouvernement mexicain. Selon les rapports officiels, le maire d'Iguala aurait commandité l'enlèvement. Sur son ordre, la police municipale aurait attaqué les étudiants avant de les remettre aux Guerreros Unidos, le cartel local. Les narcotrafiquants les auraient exécutés, puis brûlé les corps avant de les disperser dans une rivière. Cet horrible massacre est pourtant loin d'être un cas isolé au Mexique. Il est même plutôt révélateur du climat de violence régnant dans le pays. Le cas Ayotzinapa n'est pas un fait isolé. C'est uniquement un cas qui a été rendu permis par tout un système de violence systémique. Aujourd'hui, Ayotzinapa révèle la collusion entre le narcotrafic et le gouvernement, mais aussi révèle les systèmes d'impunité qui ne permettent pas d'éclaircir la vérité et relève la complicité de la police et la complicité probable de l'armée. C'est tout l'appareil étatique qui est finalement remis en cause et le président par son inaction. Depuis des décennies, le crime organisé a énormément de pouvoir dans notre pays. S'ils ont un tel pouvoir, c'est parce que les autorités leur permettent et parce qu'il y a un bénéfice qui est tiré des deux côtés. Collusion entre politique et narcotrafic, impunité des crimes, le tableau dressé est bien sombre. Autre problème, l'absence de liberté de la presse au Mexique. L'ONG Reporters sans frontières place le pays à la 148e place de son classement, dans le même panier que la Turquie, l'Irak, la Libye et le Pakistan. Le Mexique aujourd'hui est considéré comme un des pays le plus dangereux pour exercer la profession de journaliste. C'est une preuve qui montre que le Mexique n'est pas une véritable démocratie, puisqu'il n'y a pas une vraie liberté de presse, il n'y a pas un contre-pouvoir. Aujourd'hui, il y a deux grandes chaînes de télévision qui contrôlent les médias. Les gens, pour s'informer, ils doivent aller loin sur Internet, sur des blogs indépendants, parce qu'il y a très peu de journaux qui ne soient pas attachés à un intérêt économique. Les médias d'opposition sont bien rares. En mars dernier, la plus célèbre des journalistes mexicaines, Carmen Aristegui, a été licenciée de la radio qui l'employait.
Bien que la radio invoque l'utilisation illicite de sa marque dans un projet, la vraie raison serait tout autre. Quelques mois auparavant, elle avait révélé le scandale de la Casa Blanca, un conflit d'intérêts impliquant la femme du président mexicain. Tout journaliste opposant au pouvoir s'expose à ce genre de sanctions, ou pire. On ne peut pas vraiment parler de liberté de presse quand même des journalistes qui jouissent d'un support populaire aussi vaste comme Carmen Aristegui se font licencier parce qu'ils touchent à des intérêts économiques et à des intérêts partisans. Le cas d'Aristegui, c'est le cas le plus médiatisé, mais il y a eu des centaines de journalistes qui ont été assassinés uniquement dans le mandat de Peña Nieto. Pourtant, ces derniers mois, plusieurs leaders de cartels ont été arrêtés. Joaquín Guzmán, du cartel Sinaloa, la tuta de Caballeros Templarios, ou même Omar Treviño Morales, le chef des Zetas. Ce ne serait donc pas là le début du changement, Romain ? On pourrait le croire, Estelle, mais ces manœuvres ne sont que de la poudre aux yeux électorale. Pour nous, c'est plutôt du spectacle. Ça ne va rien changer le fait que certains criminels soient arrêtés s'il n'y a pas un nettoyage du système judiciaire, de tout les personnes corrompues qui permettent à ces criminels de faire des profits. Ce qui est aussi préoccupant, c'est qu'il n'y a que les narcotrafiquants qui sont connus, qui ont droit à un procès et à la prison, alors que les personnes qui sont impliquées dans le crime sont victimes d'exécutions extrajudiciaires. Un nettoyage en profondeur du système qui a peu de chances de se concrétiser avec les élections du 7 juin. La société mexicaine ne croit plus dans le système politique traditionnel. À ce jour, on ne voit pas d'alternative politique crédible. Le changement devrait venir d'un ras-le-bol de la société, peut-être sur le mode de ce qu'on a pu voir en Italie ou ce qu'on voit en Espagne actuellement, parce que les partis n'ont pas su répondre aux attentes des gens et il y a une véritable crise de représentativité, de légitimité. Aujourd'hui, les partis ne représentent pas le besoin de changement de la société. Épuisé par plusieurs années de répression et une situation de quasi-guerre civile, le peuple mexicain semble aujourd'hui à bout de souffle. L'espoir de changement est bien loin. Romain nous l'a donc montré, la situation au Mexique est catastrophique. Son voisin direct n'est pas étranger à cette situation. Aux États-Unis, les politiques américaines sont de plus en plus strictes pour tenter de contenir le flux d'immigration constant vers l'American Dream. Résultat, le Secure Fence Act voté en 2006 sous la présidence Bush. Il s'érige maintenant une barrière physique entre les deux pays dont les plus grandes victimes restent les villes frontalières. C'est le cas de la ville de Juárez, considérée comme la plus dangereuse du Mexique. Elle fait miroir à la ville d'El Paso, qu'elle rejoint par un pont d'autoroute sous haute surveillance, le Santa Fe Bridge. Dans les banlieues populaires, les murs sont tapissés d'avis de recherche et sur chaque lampadaire, une croix rose porte le symbole et maintenant le symbole de la ville et d'une génération décimée. En moins de 10 ans, plus de 4000 jeunes femmes ont disparu, victimes du grand banditisme. Selon Amnesty International, 1500 corps ont été retrouvés enterrés dans le désert. Âgées de 13 à 25 ans, ces femmes travaillent pour de grandes entreprises sur les bordures de la ville où elles se rendent en bus. C'est sur ce trajet que nombre d'entre elles disparaissent chaque année. La ville est gangrénée par un cartel de drogue surpuissant et présent à tous les niveaux du pouvoir. De la police à la mairie, en passant par les hôpitaux, la population vit dans la peur des kidnappings. Juárez est devenue une ville morte. Les gens riches ont passé la frontière et vivent maintenant à El Paso, aux États-Unis. Tous se nourrissent de cette misère causée par la proximité avec son riche voisin. Et pour cause, Juárez, c'est le point principal de tout le trafic de drogue sud-américain. Plusieurs arrestations ont eu lieu ces dernières années, mais aucune n'a encore réussi à stopper les massacres. Nous passons maintenant à une pause musicale avec Real de 14C et son album 1987.
vestido perlado de noche, el cigarro encendido en un beso carnal, una copa de vino, una lágrima rota que rueda al final. Recargada en la tibia quimera, despidiendo un anhelo que va en autobús, un rasguño en la media, navegando la espera, la viuda del blues. Oh, 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 oh. Que entristece al cantar, reteniendo en su ley. Le 7 juin prochain, 120 millions de Mexicains sont donc invités à se rendre aux urnes pour les élections de mi-mandat. Au programme, 500 députés fédéraux, 9 gouverneurs et près de 900 maires et bourgmestres viennent remettre leur mandat en jeu dans les 16 États du pays. Même s'il n'attire pas l'attention d'une élection présidentielle, ce scrutin est captivant car compte tenu du contexte économique et social, ces élections intermédiaires pourraient, selon vous Margot, bien marquer l'histoire du Mexique plus que l'on ne le croit. Et oui Estelle, ce qui marque ces élections, c'est bien sa violence. Une dizaine de candidats ont été tués depuis le lancement de la campagne. Dans l'état du Michoacán, Enrique Hernandez, candidat du parti de gauche Morena, a été assassiné en plein meeting de campagne. Autre exemple, le 1er mai dans l'état voisin du Guerrero, Ulises Fabián Quiroz, candidat du parti révolutionnaire institutionnel, a été tué à bout portant par un commando qui a bloqué son convoi. Et dans ce même état, un candidat de gauche à la mairie de Huacochingo avait lui été enlevé puis assassiné en mars, quelques mois après que son épouse eût déjà subi le même sort. Mais ces violences politiques ne sont rien par rapport au mécontentement des citoyens. Et oui, on peut même dire que c'est la vraie pagaille dans le pays. Les gens se rassemblent pour brûler des bulletins de vote par dizaines de milliers, ils taguent les affiches de campagne en plein jour, ils organisent des manifestations sous les pancartes des candidats, c'est sans compter les destructions de matériel qui doivent servir au scrutin de dimanche. Il y a 2 jours, mardi 3 juin, un nouveau bureau de vote a été incendié par des enseignants mexicains dans l'état d'Oaxaca, dans le sud du pays. Et ils appellent eux aussi au boycott et protestent contre la réforme de l'éducation. Cocktail Molotov, rue de Coupé, la liste des contestations est longue et toutes ne visent qu'un seul but, empêcher les gens d'aller voter. Beaucoup d'électeurs ont d'ailleurs peur de se rendre au bureau de vote dans ce climat d'insécurité. Il est conseillé à tous les voyageurs d'éviter les rassemblements politiques ou les alentours des bureaux de vote, surtout en ce dimanche. Et au milieu de tout ça, le PRI de Peña Nieto reste le grand favori des sondages. Il faut savoir que l'électorat mexicain est assez conservateur. L'insécurité croissante du pays n'a fait que renforcer le désir de valeurs sûres, assurées, rassurantes. Donc les différents partis ont beau multiplier les scandales, les électeurs préfèrent jouer la carte de ce qu'ils connaissent plutôt que de tenter de nouveaux candidats incertains. Car beaucoup se sont lancés dans la campagne sans aucune qualification politique, mais c'est justement leur leitmotiv. Nous ne connaissons rien au quotidien de ces politiciens qui croulent sous les scandales de corruption. C'est la première fois que les candidatures indépendantes sont autorisées. La plupart viennent de la télévision, du monde du spectacle ou encore du sport. Et oui Estelle, par exemple, il y a Cuauhtémoc Blanco, footballeur à succès, connu et reconnu pour ce que ses fans appellent des buts spectaculaires, ou encore Jaime Rodriguez, surnommé El Bronco, la brute, ancien politicien qui se déguise en cow-boy et qui fait des fautes d'orthographe sur ses affiches.
On compte aussi Carmen Salinas, actrice, qui se lance elle aussi dans la politique, qu'elle définit elle-même comme un nouveau scénario, ou pire, histoire de basculer dans la véritable caricature, un certain Lagrimita, ce qui signifie petite larme. C'est l'un des clowns les plus populaires de la télévision mexicaine. Au début, sa candidature avait été refusée, alors qu'il avait prononcé lui-même « Sincèrement, je ne connais rien à la politique ». Chose amusante, les candidatures d'hommes clowns sont de plus en plus fréquentes. Il faut savoir que toutes ces célébrités se posent ici comme l'antithèse des candidats dits traditionnels et ils jouent de leur influence pour mieux gagner le cœur des électeurs. Reste à savoir s'ils gagneront aussi leur vote le dimanche 7 juin prochain. Quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, ay, quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto. Ay, después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando allá, allá. Ay, ay. Nous venons d'écouter Alejandro Fernandez comme Quien Pedre una estrella. Revenons quelques centaines d'années en arrière, en 1519, quand Cortés, l'explorateur espagnol, débarque au Mexique. La conquête, ce n'est pas qu'une affaire de conquistador, c'est aussi l'affaire d'une femme, une indienne immortalisée sous le nom de la Malinche. La Malinche Estelle, c'est une ancienne esclave devenue interprète, mais aussi et surtout la confidente et maîtresse d'Hernán Cortés. Cette indienne d'une vingtaine d'années est d'abord une esclave aux mains des Mayas, jusqu'à ce qu'une bataille oppose ses ravisseurs aux troupes espagnoles de Cortés. Donnée avec d'autres esclaves et des pierres précieuses comme butin aux conquistadors vainqueurs, elle devient rapidement un magnifique trophée. Imaginez-la, une grande femme aux cheveux bruns et à la peau bronzée, une beauté toute nouvelle qui ne laisse pas Cortés indifférent. Mais la Malinche, ce n'est pas seulement une femme sublime. Elle possède la qualité de connaître diverses langues. D'abord bilingue, elle maîtrise le maya et le nahuatl, la langue des Aztèques. Mais en quelques semaines, elle est aussi capable de traduire directement l'espagnol en maya et nahuatl. Pratique dans le jeu diplomatique. Cortés en fait ainsi un de ses alliés les plus précieux. D'esclave, elle devient une femme très influente. Parce que pour les conquistadors, disposer d'une bonne interprète est fondamental. Selon Cortés, elle est la raison première de son succès, après Dieu, bien sûr. Dans les fresques indiennes, son importance est encore plus flagrante. Elle pose toujours aux côtés de l'explorateur, et parfois même seule, dirigeant elle-même les opérations. De quoi penser que ses tâches vont au-delà de la simple conversation. Donc la Malinche serait une traite au service des Espagnols ? Eh bien, c'est un vrai paradoxe. Pour certains, oui, beaucoup la détestent et la considèrent véritablement comme un symbole de la trahison. La chute de l'Empire Maya, c'est sa faute. D'ailleurs, aujourd'hui, le mot malinchista désigne celui qui a préféré l'étranger à son pays. Mais quelques historiens ne sont pas d'accord.
parce que la Malinche, selon eux, c'est aussi l'outil principal d'une diplomatie entre Espagnols et Aztèques. Pour eux, c'est grâce à elle que tout n'a pas été détruit, car les Espagnols auraient été beaucoup plus violents sans cet intermédiaire. Et c'est sans compter que son aventure avec Cortés l'amène à devenir la mère du premier Mexicain, Don Martín Cortés Tenepal, le tout premier métis. Donc la Malinche est peut-être une traite, mais elle est aussi, pour beaucoup, la mère de la civilisation mexicaine. Maracas, faritas et autres sombreros, nous connaissons tous les plus grands clichés mexicains. Laetitia décrypte pour vous aujourd'hui 3 trésors du patrimoine culturel bourrés de traditions et parfois de mystères. Commençons par la tequila, boisson emblématique du Mexique dont la renommée dépasse les frontières nationales. Tout a commencé vers le milieu du siècle, mais une légende raconte que son histoire remonte à des milliers d'années. Il existe une légende de la tequila qui dit qu'un jour, à l'époque des Aztèques, la foudre tomba sur un champ d'agaves. L'éclair foudroya une des plantes et la chaleur qui s'en dégagea fut si forte qu'il lui brûla le cœur. La plante cuisit et fermenta de façon naturelle. Les Indiens, très étonnés, remarquèrent qu'une substance très parfumée suintait à l'extérieur. Avec quelques craintes, certains burent le nectar qui leur semblait venir du ciel. Ils en conclurent que cette boisson, issue du mélange de l'éclair et du feu, était bien un signe des dieux. Cette fusion s'était transformée en un nouveau breuvage mystérieux qu'ils nommeront d'abord Vino Mezcal. S'il ne s'agit que d'une légende, Estelle, sachez tout de même, chers auditeurs, qu'il ne faut pas sous-estimer la tequila, puisque depuis le 12 juillet 2006, l'UNESCO a reconnu la tequila, ses paysages d'agaves et ses anciennes distilleries comme un patrimoine de l'humanité. Et c'est bien au Mexique que la piñata est apparue pour la première fois. Oui, les Aztèques, par exemple, célébraient en fin d'année l'anniversaire de leur dieu du soleil et de la guerre en plaçant dans son temple un pot d'argile sur un poteau. Ce pot était orné de plumes colorées et rempli de petits trésors. Ils le brisaient avec un bâton et les trésors se répandaient en offrande pour l'image de leur dieu. Plus tard, la piñata est devenue partie intégrante des festivités des posadas qui ont lieu à Noël et c'est encore le cas aujourd'hui. Pour beaucoup de Mexicains, maintenant, la piñata a perdu sa signification religieuse, mais pour la plupart, elle n'est qu'un jeu inoffensif qu'on retrouve souvent pendant les anniversaires, et ce n'est pas plus mal. Pour terminer sur une note plus savoureuse, pourriez-vous, Laetitia, nous confier la recette du guacamole mexicain ? Alors, cette recette est 100% authentique. Vous verrez, en un clin d'œil, vous serez la star des apéros. Il vous faut 2 avocats mûrs, un piment vert, un demi-citron, une tomate, un oignon, une demi-botte de coriandre, une gousse et une petite pincée de sel. Première petite astuce qui est très simple, enroulez vos avocats de papier journal et laissez-les reposer à température ambiante. Ensuite, écrasez vos avocats à l'aide d'une grande cuillère et réservez les noyaux. Attention à ne pas faire de la bouillie, car c'est meilleur quand il y a encore des petits morceaux. Maintenant, pressez votre demi-citron, hachez le piment vert, la tomate, la coriandre, l'oignon et la gousse d'ail et ajoutez-les aux avocats. Salez en dernier recours. L'astuce ultime pour bien conserver votre guacamole, y mettre les noyaux d'avocat pour empêcher l'oxydation. Simple, efficace et savoureux. Alors à vos tabliers, prêts, cuisinez. Et si vous n'avez pas tout suivi, vous pourrez retrouver cette recette sur le site WordPress de votre auteur ainsi que sur notre page Facebook. La lucha libre est l'emblème de la culture populaire mexicaine. Attention, cela n'a rien à voir avec le catch américain, moins brutal, plus spectaculaire et ancrée dans une réelle tradition populaire. À la fois kitsch et sportive, la lutte mexicaine est bien plus qu'un spectacle, c'est un mythe, un carnaval, Camille. Imaginez, la foule est en délire. Sur le ring, 2 hommes bodybuildés, vêtus d'un costume kitsch à souhait, s'affrontent au nom du bien et du mal. Bien sûr, c'est toujours le gentil qui gagne, mais jusque-là, rien d'anormal. L'originalité de la lucha libre, c'est le mystère autour de l'identité du lutteur. Car tout comme Zorro, le luchador ne s'affiche que masqué. Monsieur Tout-le-Monde la journée, il devient un super-héros la nuit. Une légende vivante, sans visage et sans nom. Adulé car bien plus réel qu'un super-héros fictif, le lutteur est soit masqué, soit il porte les cheveux longs. Perdre son masque est d'ailleurs considéré comme l'insulte ultime. Celui qui l'emporte peut aussi couper les cheveux de son adversaire. En ce qui concerne les règles, elles sont simples.
tout est permis, sauf un coup dans les parties intimes, mais ça, on l'aurait deviné tout seul. La partie se divise en 3 manches. En gagner 2, c'est s'assurer la victoire finale. À la fois brute et gymnaste, le lutteur a plusieurs cordes à son arc. Il alterne saut périlleux et prises spectaculaires, vêtues de strass et de paillettes. Le style est d'ailleurs beaucoup plus aérien que le catch américain. Ces gladiateurs du ring ont leurs figures mythiques comme El Santo et son rival Blue Demon. Mais alors, pouvez-vous expliquer à nos éditeurs, Camille, qui est vraiment ce fameux El Santo ? Eh bien Estelle, El Santo, c'est l'homme au masque d'argent, le plus célèbre des lutteurs mexicains. On a même créé une bande dessinée à son effigie, c'est pour dire. Vous me donnez même envie de jeter un coup d'œil à une compétition. Rien que pour vous, Estelle, j'ai même concocté une petite soirée un peu spéciale à Paris. Rendez-vous à la Lucha Libre, dans le 5e arrondissement, où vous pourrez déguster des tapas et vous essayer au catch. Eh bien, nos auditeurs sont maintenant avertis, ils pourront y croiser toute l'équipe de votre trotteur en train de boire une petite tequila. Pour nous, célébrer les morts à la Toussaint, c'est souvent synonyme de jour férié, de messe ennuyeuse avec papi-mamie et aussi de pluie. Au Mexique, le 2 novembre, c'est synonyme de grande fête et pendant plusieurs jours. En soi, Estelle, El Dia de los Muertos, ça ressemble un peu à Halloween, avec son lot de squelettes et de confiseries. Mais ce qui rend cette fête unique, c'est qu'en réalité, c'est un mélange entre tradition catholique et aztèque. À cette époque, les populations célébraient les morts pendant 2 jours. L'un était consacré aux enfants, l'autre aux adultes. Mais c'était toujours des jours de fête où les Aztèques dansaient sur les tombes. Les Espagnols, au XVIe siècle, à cause de leur volonté à christianiser l'ensemble de la population, ont décidé de confondre ces célébrations avec la Toussaint catholique en gardant la date du 2 novembre. Comme en France aujourd'hui, les Mexicains vont au cimetière pour fleurir les tombes et pour l'occasion, les sépultures sont décorées avec des guirlandes de fleurs et de papier ou encore des bougies, parce que eux en profitent pour partager un festin entre vivants. Mais la fête ne s'arrête pas au cimetière. Des autels sont élevés un peu partout dans le pays, dans les édifices publics, le métro ou encore les écoles. L'objectif, aider les morts à suivre le bon chemin. 2 squelettes sont au centre des festivités. La Santa Muerte d'abord, la mort personnifiée sous la forme d'un squelette féminin, mais aussi Calavera Catrina, un autre squelette au chapeau très chic. En fait, les squelettes, c'est un peu la marque de fabrique d'El Dia de los Muertos. On peut en voir partout, des crânes en sucre, en chocolat, et aussi des pains des morts, une sorte de brioche fourrée de quelques fruits confits et saupoudrés de sucre, dont les dessins sur le sommet rappellent quoi ? Eh bien, les squelettes. Encore une belle preuve que les Mexicains n'ont pas peur de la mort, bien au contraire, ils s'en moquent. Merci beaucoup Cyrielle, vous nous faites envie, ça donne envie d'avoir une Toussaint qui ressemble plus au Dia de los Muertos. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les chroniqueurs pour leur tour du Mexique. Merci à Paul, à la régie et à Maëva pour la programmation musicale. Merci au CELSA et à son équipe technique de nous avoir fourni tout le matériel et leur aide. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin aussi de la saison 1 de votre trotteur. Nous espérons tous vous retrouver en septembre pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez un bon été et continuez à suivre les élections.